tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la troisième et dernière partie de la vie de la reine d'Espagne, Isabelle II, qualifiée par l'écrivain Benito Pérez Galdós comme la reine des tristes destins. Isabelle II règne entre 1833 et 1868, quand elle fut détrônée et envoyée en exil après le déclenchement de la Révolution glorieuse. Vous voulez en savoir plus sur l'exil d'Isabelle II? Venez avec moi. Isabelle II a été contrainte d'assumer ses responsabilités dès son plus jeune âge. Elle a été couronnée à l'âge de 13 ans, forcée par la situation politique, forcée d'épouser son cousin Francisco de Assis de Bourbonne à l'âge de 16 ans, et finalement détrônée à l'âge de 38 ans, la forçant à l'exil à Paris à la cour de Napoléon III. Isabelle II est également connue pour son intérêt pour les coutumes populaires de son temps, passée de la popularité et de l'affection du peuple, qui la voyait comme un bastion face à l'absolutisme et un symbole de liberté et de progrès au début de son règne, pour être finalement considérée comme un exemple de frivolité, luxure et de cruauté. Le règne d'Isabelle II était assez convulsif et instable, en grande partie par le manque de volonté et d'autorité de la reine pour s'imposer comme le dirigeant du pays. Ses préférences politiques penchent en direction des modérés, mais elle prend des décisions politiques erronées, telles que la révocation du général Narváez, un libéral modéré en 1849, et son remplacement par le réactionnaire le comte de Clonard. Mais celui-ci n'est resté en fonction que pendant une journée, et la reine a dû rappeler Narváez. La reine a également dû faire face à des soulèvements de 1854, dirigés par le général O'Donnell, un libéral progressiste. Cela a conduit le parti progressiste à chercher à réformer le système politique. Isabelle II et sa famille étaient à la mi-septembre 1868 sur la côte de Biscaye, où commençaient à arriver des télégrammes déconcertants mettant en garde contre plusieurs protestations et révoltes en Espagne. Dans un hôtel luxueux de Paseo de la Concha à San Sebastián, Isabelle II regroupe ses partisans et se remit entre les mains de quelques commandants militaires qui lui étaient encore fidèles. Il fallait reprendre le contrôle. Le 21 septembre, un télégramme de Madrid a appelé la reine à se rendre dès que possible dans la capitale pour se mettre à la table des négociations. La délégation était prête à prendre le train pour la capitale. Un nouveau télégramme rejette le projet, car la voie du compromis bloquait sur plusieurs points. Les chroniqueurs de l'époque décrivent que Isabelle II aurait pleuré de rage face à ce qui s'est passé et a essayé à plusieurs reprises de faire quitter la gare à son train. Mais son pouvoir n'était plus celui d'une reine, mais d'une personne sans autorité. Le 30 septembre, le général Juan Prim lance une révolution au cri de « À bas les Bourbons, vive l'Espagne honnête !» Dans ces circonstances, Isabelle II et son époux Francisco Assis de Bourbon nourrissaient un certain espoir d'un retour rapide au calme. La reine-mère Maria Cristina de Bourbon était revenue d'exil à plusieurs reprises dans le passé, et la monarchie avait appris à survivre au gré des révoltes et des coups d'État. Cependant, le passage des jours n'a fait qu'évaporer les derniers espoirs de la famille royale. Après un règne long et mouvementé de 35 ans, la reine Isabelle II faisait déjà partie du passé. La possibilité pour son fils de régner à l'avenir dépendra de ses prochains mouvements et décisions. La glorieuse révolution de septembre 1868 met fin à son règne et commence la démocratie. Isabelle II, qui est à San Sebastián, doit s'exiler en France sous la protection de l'empereur Napoléon III, qui l'a reçu personnellement à son arrivée à Biarritz. Elle était accompagnée de ses filles et du prince des Asturies, Afonso, qui était sur le point d'avoir 11 ans. Son mari, avec qui elle n'avait pas vécu depuis de nombreuses années. La reine Maria Cristina de Bourbon ainsi que son mari Fernando Muñoz, duc de Rianzares, étaient arrivés en France depuis Riron, où ils avaient embarqué dans une frégate envoyée par Napoléon III. Sous la protection de l'empereur des Français et de son épouse espagnole Eugenia de Montijo, Isabelle II s'installe en 1868 dans le château de Pau, berceau des Bourbons qui avait vu naître Henri IV. Puis elle achète le petit château de Basilensky avec l'argent qu'elle avait déposé pendant son règne à la maison Rothschild à Paris, et avec un prêt de la même entité pour la valeur des bijoux qu'elle avait pris avec elle, et renommé avec le nom chaste du palais de Castille. C'était un palais relativement petit dans le style français du Second Empire, mais avec des réminiscences architecturales de Louis XIV.
Parmi les partisans des Bourbons, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Espagne, l'idée qu'une restauration de la dynastie est possible fait son chemin, mais seulement un obstacle demeure, le retour des Bourbons sur le trône d'Espagne dépend d'Isabelle II. Pour obtenir la restauration, elle doit abdiquer en faveur de son fils, le prince des Asturies. Isabelle II met 1 an à se décider, mais le 20 juin 1870, elle abdique de la couronne au profit de son fils, Afonso de Bourbon. Lors de la proclamation de la République en France, Isabelle II, le prince Afonso et les princesses quittent Paris et partent vivre à Genève, où ils résideront jusqu'en août 1871, date à laquelle ils retourneront dans la capitale française. Le 22 août 1873, en pleine rébellion cantonale, après la proclamation de la République fédérale, et seulement un mois après le retour du prétendant Carlos VII en Espagne, donnant ainsi un grand élan à la troisième guerre carliste, Isabelle II, malgré son antipathie, apporte son plein soutien à Antonio Cánovas del Castillo, devenu le principal porte-parole de la Restauration, et le charge de diriger la cause dynastique des Bourbons. Après le triomphe de la déclaration de Saïgonte du 29 décembre 1874 proclamant le prince Afonso roi d'Espagne, Cánovas écrit à Afonso XII pour le prier de retourner seul en Espagne, en référence au fait que sa mère ne devait en aucun cas l'accompagner pour ne pas mettre en péril le fragile équilibre. Dans une lettre ultérieure, Cánovas explique à l'ancienne souveraine avec dureté, dont Isabelle II n'avait probablement jamais entendu: Votre Majesté n'est pas une personne, c'est un règne, c'est une époque historique. Et ce dont le pays a besoin, c'est d'un autre règne et d'une autre époque différente des précédentes. Non seulement Cánovas, mais aussi son propre fils l'ont mis en garde de ne pas voyager en Espagne, affirmant que personne ne peut imposer sa volonté au roi. Isabelle II n'a été autorisée à retourner en Espagne qu'en juillet 1876, un mois après l'approbation de la Constitution. Elle n'a pas été autorisée à établir sa résidence permanente dans le pays, ni vivre à Madrid. Elle revient brièvement en Espagne, se sentant, comme elle le disait elle-même, une sorte de vagabonde. Elle vécut quelque temps à Séville, fréquentant les stations thermales du Nord ou les palais royaux autour de Madrid. Au fil du temps, leur séjour dans la capitale fut toléré, mais des efforts furent toujours faits pour que leur visite soit aussi courte et discrète que possible. Sa plus grande humiliation fut de ne pas avoir été informé de la décision de son fils d'épouser sa nièce Maria de las Mercedes de Orléans, fille d'Antoine d'Orléans, duc de Montpensier, et sa sœur Maria Luisa Fernanda de Bourbon. Elle voulait rendre publique son opposition au mariage, mais Cánovas l'en empêche. Elle n'assista pas au mariage, qui eut lieu à Madrid le 23 janvier 1878. Son retour à Paris est considéré comme définitif. Elle y vécut jusqu'à sa mort en 1904, même si elle retourne en Espagne à plusieurs reprises, dont une pour assister à l'enterrement de son fils, Afonso XII. Quelques jours avant sa mort, le 9 avril 1904, des suites d'une maladie respiratoire, Isabelle II reçut l'impératrice Eugénia de Montijo, également déchue, déjà veuve de Napoléon III. La reine était enrhumée, mais il semble que ce soit son empressement à se présenter devant son vieil ami, dans toute sa splendeur, sans le châle de manille que les médecins lui avaient prescrit pourtant, qui fait pénétrer le vent froid à travers les fissures de son grand corps, et dans ce cas mortel de la Seine. Je ressens quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Je vais m'évanouir, furent ses derniers mots, après des semaines de maladie. Comme on l'a vu, au cours de son règne, l'Espagne a connu de profonds changements politiques dans l'une des périodes les plus mouvementées du XIXe siècle. Des changements qui ont entraîné le développement du libéralisme politique, ainsi que de grandes transformations socio-économiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.